Chers collègues, bonjour. Nous allons commencer la séance. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui pour le troisième panel programmé dans le cadre de la conférence internationale sur la mobilité académique, la formation universitaire au service du développement de l'Afrique. Comme vous le savez déjà, ce panel aura pour thème l'accès des jeunes et des femmes aux formations traditionnelles et numériques et à la mobilité internationale. Ce panel sera présidé et modéré par professeur Albert Ondo Ossa et sera animé grâce aux interventions de nos éminents professeurs Guillaume Champy, Khalid Boukaïch et Alain Breteau. Donc, je passe la parole à Monsieur le Président Albert Ondo Ossa. Bien, merci. Je voudrais avant tout remercier les collègues Michel Gay, qui est une connaissance et un ami de longue date, et le professeur Mohamed Mahassin, qui m'ont fait l'honneur de présider cette séance. Et nous avons jusqu'à midi les interventions, les communications et les discussions comprises. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole au premier intervenant, le professeur Guillaume Champy, qui va nous livrer le contenu de sa communication. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également les organisateurs de cette conférence, Michel Gay et le professeur Mohamed Hassim. Et je suis très heureux de revenir, qu'il m'ait donné l'occasion de revenir au Maroc où je suis né il y a bien longtemps. Et alors, ma communication portera sur... je suis juriste, hein, donc vous m'excuserez, je ne suis pas... m'excuserez du caractère peut-être un peu technique de ma communication, mais voilà, ma communication est intitulée « Reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et droit à la poursuite d'études ». La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le fait d'être titulaire d'une qualification de l'enseignement supérieur donne le droit de poursuivre ses études. Et on va voir que cette terminologie de droit à la poursuite d'études est une terminologie assez ancienne qui peut-être aujourd'hui est un peu obsolète et qu'il faudrait sans doute remplacer par celle d'accès à l'enseignement supérieur. Mais enfin, cela étant, quelques mots d'introduction. La reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale en tant que contribution au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant par l'éducation la science et la culture, la collaboration entre nations, ne peut se concevoir, ou semblerait plutôt de se concevoir aujourd'hui, que dans un cadre contractuel et concurrentiel. En effet, le droit à la poursuite d'études, pour tous les étudiants qu'il semble devoir impliquer, s'il n'en est pas moins bien réel et mondialement affirmé, voit son contenu évoluer puisqu'il ne s'agit plus que d'un droit conditionnel. À l'heure d'une globalisation planétaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'à celle de la libéralisation des services depuis les accords OMC et leur annexe sur les services, il ne pouvait véritablement en aller autrement. Du reste, n'en déplaise à quelques esprits chagrins, on sait depuis Montesquieu et les accords de Marrakech relatifs à l'Organisation mondiale du commerce que si la généralisation des échanges marchands ne favorise pas toujours les mœurs les plus douces,
Elle met à tout le moins un terme au protectionnisme et à l'instauration de murailles défensives, lesquelles sont assurément source de conflits. L'approche commerciale et concurrentielle de l'éducation, la science et la culture est donc un autre moyen de parvenir au maintien de la paix et de la sécurité des nations. Il est clair en toute hypothèse que c'est dans cette perspective que s'inscrit la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur instituée par la Convention mondiale du 25 novembre 2019. On notera à cet égard que celle-ci poursuit tout à la fois l'objectif de, je cite, favoriser la mobilité mondiale dans l'intérêt mutuel des titulaires de qualification, mais aussi d'encourager le mérite, d'assurer la protection de la diversité des systèmes d'enseignement supérieur, ainsi que celle de l'autonomie des établissements. On relèvera que la prise en considération d'une telle diversité d'objectifs en apparence contradictoires devait nécessairement aboutir à un système de reconnaissance très souple, laissant une grande marge d'appréciation à la liberté de chacun, inspiré du processus de Bologne qui prévaut en Europe et donc en France. La reconnaissance des qualifications universitaires n'équivaut pas ainsi à l'acceptation automatique à la poursuite des études dans n'importe quelle université du monde pour tout titulaire d'une qualification, non plus qu'à une exigence de similarité des qualifications. Alors, mon intervention se divisera en deux parties. D'une part, les définitions, puisqu'il nous faut examiner ici, revenir, partir des définitions contenues dans l'article 1, notamment de la Convention. Et d'autre part, nous en envisagerons la portée en mettant en exergue les étranges similarités qui existent déjà dans le système français. Alors, s'agissant de la définition, donc on va mettre l'accent ici sur les deux axes essentiels de notre intervention, à savoir d'une part la notion de reconnaissance et d'autre part celle de poursuite d'études. La reconnaissance, je cite, il s'agit de l'attestation établie par une autorité compétente en matière de reconnaissance de la validité et du niveau académique d'une qualification, d'études partielles ou d'acquis antérieurs obtenus à l'étranger en vue d'accorder aux postulants, notamment, petit a, le droit de demander son admission dans l'enseignement supérieur, petit b, la possibilité de rechercher des opportunités d'emploi. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais bon, on relèvera ici que le fait de demander son admission n'équivaut pas à un droit à être admis. Et cette interprétation, c'est dit qu'une interprétation, bien sûr, que je fais mienne, cette interprétation est accréditée par le deuxième terme, l'objet de cette reconnaissance, à savoir les qualifications. Les qualifications, en effet, par le tout grade, certificat, etc., qui atteste la réussite d'un programme, le cas échéant, ou bien de qualification donnant accès à l'enseignement supérieur. Il faut préciser ici que, on aura l'occasion de revenir sur cette question, mais que les choses sont plus complexes que ce qui paraît, puisqu'il y a également des définitions de l'enseignement supérieur que je ne vais pas reprendre. Simplement, bon, assez rapidement, on relèvera ici que l'acception, plusieurs points, l'acception de reconnaissance au sein de la Convention consiste à ne conférer que des possibilités, en l'occurrence celle de rechercher des possibilités d'emploi ou le droit de demander son admission. Dans l'un ou l'autre des cas, on soulignera le fait qu'il ne s'agit pas de garantie, rien n'est garanti, c'est simplement, il s'agit de possibilités, donc de droits, dans le cadre donc, de ce qu'on pourrait appeler peut-être des prérequis, en quelque sorte. On relèvera également qu'une distinction est instituée s'agissant de l'objet de la reconnaissance,
Et s'agissant des qualifications, entre d'une part ce qu'on appelle les qualifications de l'enseignement supérieur et les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur. Et on aura l'occasion de revenir dessus, mais on ne peut s'empêcher d'y trouver un parallèle avec ce qui existe en matière de validation d'études ou de reconnaissance des diplômes étrangers. On relèverait également qu'une distinction, donc, on relèvera surtout que la définition de l'enseignement supérieur est susceptible de poser problème, puisqu'on parle d'études post-bac, alors que les établissements d'enseignement supérieur, et en France en particulier, les établissements francophones notamment, délivrent un diplôme qui est au niveau baccalauréat, la capacité, mais également le DAEU, et qui suppose en outre une formation qui, par hypothèse, est une formation d'un niveau inférieur au baccalauréat. Et donc, cette question de l'enseignement secondaire, cette incursion de l'enseignement secondaire dans l'enseignement supérieur est susceptible de retentir sur la qualification. Alors, s'agissant maintenant, deuxième point, du droit à la poursuite d'études, eh bien, on relèvera que dans la Convention, il n'est pas fait état véritablement de poursuite d'études, mais que ce n'est qu'à l'occasion des différences éventuellement substantielles entre les qualifications que cette question est évoquée, puisque c'est l'existence éventuelle de différences substantielles qui pourraient constituer un obstacle à la reconnaissance. En revanche, cette notion cette terminologie de poursuite d'études est abondamment développée en droit français, notamment dans le Code de l'éducation, puisqu'il est question, notamment dans les articles L612-2 et L612-4 notamment, mais pas seulement, il est question donc à plusieurs reprises de poursuite d'études sans qu'il soit question de droit à la poursuite d'études, notamment au sein de l'article L612-2 du Code de l'éducation, il est précisé dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Alors, je ne vais pas développer, le temps nous manque, mais j'irai droit à l'essentiel. Je relèverai simplement que cette notion de poursuite d'études ressemble étrangement à la notion d'accès à l'enseignement supérieur, qui est présente dans la Convention. À cet égard, la Convention distingue l'accès à l'enseignement supérieur et l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors l'accès, il s'agit du droit accordé à tout individu possédant une qualification de postuler et d'être pris en considération pour l'admission à un niveau d'enseignement supérieur. L'admission, elle, il s'agit d'un acte qui permet aux postulants qualifiés de suivre des études dans un établissement ou dans un programme déterminé de l'enseignement supérieur. Et donc, à cet égard, on pourrait dire que la poursuite d'études, le droit à la poursuite d'études s'apparenterait non pas à l'accès, mais bien davantage à l'admission. Et donc, on relèvera sur ce point que du point de vue de la poursuite d'études, donc, eh bien, le droit de demander son admission dans l'enseignement supérieur s'apparente tout au plus au droit à être traité en vue de son admission dans des conditions identiques, sinon équivalentes, à celles des titulaires du diplôme obtenu dans le pays d'accueil. Et on relèvera également qu'à tout le moins, cela s'apparente à une sorte de droit à la recevabilité de sa candidature, c'est-à-dire au droit de postuler et de voir sa candidature prise en considération. Cela étant fixé, on comprendra que ce droit à la poursuite d'études est un droit qui relève en quelque sorte du monde d'avant.
et que ce droit, ce monde d'avant, est hélas révolu. Quelle est la portée maintenant de cette reconnaissance? Eh bien, nous allons en comprendre la portée, notamment en envisageant le dispositif qui existe en droit français d'accès à l'enseignement supérieur. Notamment, il existe un dispositif post-baccalauréat et il existe un dispositif notamment d'entrée en master. Le dispositif post-baccalauréat, Parcoursup, est un dispositif, je passerai très rapidement, est un dispositif, disons-le tout de suite, un dispositif de sélection qui ne dit pas son nom, et sélection qui s'opère par le biais d'un processus automatisé, un processus automatisé qui en réalité est simplement une aide, un outil d'aide à la décisions qui sont des décisions humaines, des décisions bien de corps et de chair et de sang, si je puis dire, mises en œuvre par les commissions d'examen des vœux. Commissions d'examen des vœux qui sont propres à chaque établissement. Il faut savoir que donc ce sont ces commissions qui prennent les décisions. Alors, elles se basent évidemment sur la présélection qui a été opérée par Parcoursup. Mais il faut savoir qu'il existe des attendus au plan national, mais également au plan local, attendus qui, au plan national, sont connus, au plan local également, mais il faut savoir que les décisions individuelles des commissions d'accès d'examen des vœux, ces décisions sont couvertes par le secret des délibérations. Donc, il existe une certaine opacité, donc un processus automatisé qui cache en réalité un processus de sélection qui est couvert en outre dans l'aspect individuel et couvert par le secret des délibérations à l'échelle individuelle, je précise. Alors, il existe des critères, évidemment, notamment de capacité d'accueil qui permettent de considérer ou pas que l'établissement a atteint ses capacités d'accueil, auquel cas, si les capacités d'accueil ont été dépassées, les commissions d'examen des vœux ont la possibilité de comprendre, d'accéder au dossier des candidats, dans lesquels ce dossier scolaire, dans lequel on sait exactement, on fait un tri, on fait un classement basé sur le critère du dépassement de la capacité d'accueil, et donc où on va clairement retenir les meilleurs dossiers. Je ne développerai pas davantage car le temps, hélas, m'est compté, et je vais conclure, notamment en affirmant le fait que le monde a bien changé depuis les accords de l'OMC et notamment les accords sur la généralisation des services qui soumettent les services dont l'enseignement supérieur fait partie. Les services dont l'enseignement supérieur fait partie, donc, sont soumis à la concurrence. Ils ont un aspect concurrentiel, ils font partie de ce qu'on appelle donc les services soumis à la concurrence. Qu'il s'agisse de services relevant du secteur public ou de services relevant du secteur privé. Et donc, on a pu y voir ce que d'aucuns ont pu qualifier de marchandisation de l'enseignement supérieur, mais comme l'on sait, la marchandisation est en toute hypothèse préférable au protectionnisme et à la discrimination qui en serait la conséquence en l'absence de tout système de reconnaissance internationale respectant les particularismes de chacun. La reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes, quand bien même se ferait-elle sur une base concurrentielle, est éminemment préférable au repli sur soi. Et le commerce entre les nations est une autre façon, ici encore, un autre moyen de contribuer au maintien de la paix. Conviendrait-il de s'en plaindre ou de s'en réjouir en ce mercredi 23 mars, jour où il convient d'honorer la mémoire de Kadi Ayad, l'un des 7 saints de Marrakech, où se sont négociés et conclus les accords du même nom, ne pourrait-on pas se souvenir de ce proverbe marocain, repris bien plus tard par Abraham Lincoln et que je souhaiterais mettre en exergue ici? Au lieu de nous plaindre que les roses ont des épines, réjouissons-nous plutôt que des buissons d'épines portent parfois des roses.
Je vous remercie. Eh bien, je remercie le collègue Guillaume Champy pour cette intervention à la fois brève, donc concise et précise. Alors, sans plus tarder, pour des problèmes de temps, nous allons automatiquement passer à la deuxième intervention, le professeur Khalid Boukaï, sachant que le principe qui est admis, c'est que nous attendons toutes les interventions et c'est à la suite de cela que nous allons ouvrir le débat. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur, de m'avoir donné la parole. Alors, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, monsieur le professeur Mahassine, de m'avoir convié à cette conférence internationale. Alors, bon, je vais vous parler dans mon intervention sur les conditions de travail des universitaires en temps de la crise de Covid-19. Alors, cette intervention, je vais la décliner en deux axes. Le premier axe, je vais parler de la pédagogie numérique comme solution à la continuité pédagogique au temps de Covid-19. Et la deuxième, je vais vous parler des conditions de travail des universitaires en temps de la crise Covid-19 et après. Alors, s'il vous plaît, puisqu'on parle de la crise, une définition, ce n'est pas légal, c'est une définition doctrinale. Bon, également, je vais, une remarque, c'est que je ne vais pas parler des aspects techniques managériels, je suis juriste, donc je vais parler juste en fait des aspects légaux. Alors, une définition, donc qui n'est pas légale, bien évidemment, c'est une définition doctrinale. Qu'est-ce que d'abord la crise? La crise, en fait, on a la crise sanitaire, catastrophe. Alors, la crise, en fait, c'est un événement imprévisible. Et là, qui met en péril les objectifs prioritaires d'une organisation et se caractérise par le manque de temps pour répondre aux défis. Alors, on est dans la crise sanitaire. Alors, une remarque également, c'est que la crise Covid-19, il a basculé le statut de l'enseignement à distance et de l'usage des techniques d'information et de communication d'un mode d'enseignement complémentaire, optionnel, au seul mode possible en temps de crise où la fermeture en fait, des universités était inévitable. Alors, également, donc, au moment du Covid, en fait, on a vu que les universités marocaines, donc, ils sont peu développées pour accompagner donc, les enseignements à distance. Alors, parce qu'on a dit toujours, en fait, dans les méthodes traditionnelles de l'enseignement à distance. Alors, rapidement, s'il vous plaît, je vais vous parler des contraintes. Une première contrainte, c'est qu'on a vu en fait l'absence d'un cadre légal et conventionnel qui réglemente l'enseignement à distance. C'est-à-dire, on a encouragé, pour maintenir en fait la continuité pédagogique, en l'absence d'un fondement légal. Lorsqu'on parle de l'absence d'un fondement légal, surtout au niveau de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement à distance? Quelles sont ses modalités? Quelles sont les parties qui sont concernées par l'enseignement à distance? Les modalités de déroulement de l'enseignement à distance. De même, que les ressources numériques mobilisées nécessaires pour l'enseignement à distance. De même qu'on n'avait pas donc une définition des droits et devoirs qui est donc liée à l'enseignement à distance pour l'enseignant et l'étudiant. Parmi les contraintes également, on n'avait pas les cas de recours, c'est-à-dire parce que c'était optionnel. On n'avait pas donc un cas de recours à l'enseignement à distance. De même, donc, la gestion des examens. Pour la gestion des examens, est-ce qu'en fait, le fait de faire des examens en distanciel, donc, est-ce qu'en fait, ça permet, donc, me la poser en fait des questions, mais alors également, on avait la gestion de la discipline.
si un étudiant, je ne sais pas, donc un manque à la fraude pendant l'examen et tout, est-ce qu'on peut donc, la considérer donc, également parce que l'enseignant exerce, parce que d'habitude on travaille dans les locaux de l'université, la faculté à l'école. Mais maintenant on a le changement, on n'est plus dans ce qu'on appelle, bon ça c'est le droit de travail, hein. On a la subordination juridique et la subordination fonctionnelle. La subordination juridique, c'est que le salarié, ce n'est pas nous, en fait, les universitaires. Le salarié, donc, il travaille dans les locaux de l'entreprise. Là, il est sous la subordination de son employeur. Mais lorsqu'il est à son domicile, dans un autre local, un café, je ne sais pas, on a le changement de son lieu de travail. Est-ce qu'en fait, il est toujours protégé? La finalité du droit de travail, la finalité du droit de la fonction en général, c'est de protéger les salariés et les fonctionnaires. Là se pose la question, s'il y a la survenance d'un accident de travail, là on parle en fait d'un accident de service, est-ce qu'on peut l'assimiler à un accident de travail? Parce qu'en fait, les organismes d'assureurs, ils vont dire en fait, vous n'êtes pas couvert, parce qu'il faut que l'accident survienne soit dans les locaux de travail, ou le trajet, ou la mission. Là, en fait, il n'y a pas d'une grande précision, on a toujours en fait l'absence d'un cadre légal. Également, les maladies professionnelles. Une deuxième contrainte, en fait, qu'est-ce qui est lié à la santé au travail et l'intelligence artificielle. Là, on n'a pas le contact avec les étudiants, juste avec les machines, et ça a vraiment posé en fait des problèmes psychosociaux. Alors, donc, ils ne sont pas en fait pris en charge. Alors, on a l'absence d'une réglementation étatique. Il n'y a pas une loi. Mais quand même, hier, monsieur, il a parlé du rôle des syndicats. Le dialogue, c'est un dialogue, c'est de la négociation. Pourquoi, en fait, pas le développement avec les syndicats d'une réglementation professionnelle? On a une réglementation étatique, c'est le cas avec syndicats, là, on est dans un cadre légal, mais il pourrait y avoir une réglementation professionnelle dans le cadre d'une charte, je ne sais pas, donc pour réglementer, parce qu'au début on a attendu 2 mois, 3 mois, il pourrait y avoir une réglementation dédiée à l'enseignement en distanciel. Mais puisqu'on avait donc au moins il faut y avoir donc une réglementation professionnelle, conventionnelle. Parce que déjà, à la base, si on consulte notre code du travail, je parle du cas du Maroc, et la loi de la fonction, il n'y a pas de textes, il n'y a pas de réglementation qui sont dédiées au télétravail. Le télétravail, en tant que vocable, il n'y a pas de réglementation. C'est ça, en fait, parmi les lacunes du travail des universitaires durant le Covid-19 et post-Covid. Parce qu'on a toujours une absence de réglementation de télétravail. Et là se pose également l'exercice du droit syndical. Parce que maintenant, lorsqu'on parle des instances qui représentent les universitaires, comment en fait on va faire les réunions, comment on va organiser les élections, comment en fait on peut faire des réunions donc de la négociation avec le ministère. Également se pose parmi les contraintes également, on a le contenu pédagogique. Parce que le contenu qu'on a, c'est un contenu classique, des cours présentiels. La contrainte qu'on a maintenant, comment peut-on adapter le contenu pédagogique traditionnel donc, à des contenus pédagogiques virtuels. Bon, même si on n'a pas une grande précision et une réglementation de l'enseignement à des instances, on trouve que la loi cadre 51 du 17, quand même, il souffle. Donc, voilà, on trouve que dans l'article 3, il dispose que le développement et l'amélioration de l'enseignement à des distances comme complément. Il n'y a pas de complément à l'apprentissage en présentiel. Il ne prévoit pas les cas de recours, l'obligation, donc il n'y a pas, donc quels sont le droit des parties, les obligations, juste en fait, donc implicitement, il prend en considération l'enseignement
en distanciel. Maintenant, on a un projet, c'est un projet de décret numéro 22-20-474 relatif à l'apprentissage à des distances. Là, en fait, il prévoit les modalités de l'enseignement en distanciel. Parmi également, j'ai oublié, donc parmi les contraintes, on a, parce que toujours en fait, on a ce débat, c'est un vieux débat, mais également, donc, qu'il a été rappelé à nouveau, c'est l'égalité de chance. On a des, donc, c'est parce qu'il faut assurer cette continuité pédagogique, il faut des moyens logistiques. Mais on a des familles donc, qui ont les moyens d'accéder à ces moyens, mais d'autres qui n'ont pas ces moyens, d'autres ménages. Alors, comment, en fait, peut-on assurer cette égalité de chance déjà, en fait, est remise? Bon, je pense que j'ai déjà parlé des contraintes. Également, on a d'autres, c'est le manque de réceptivité des étudiants. On a également, parce que durant le Covid-19, surtout la crise de la Covid-19, on a développé ce vocable, la mobilité académique virtuelle. Mais on n'a pas l'imprécision. Parce que déjà, en fait, nous, les travaillistes, lorsqu'on parle de la mobilité, on a trois mobilités, mais ce n'est pas le contexte. Hein. On a de la mobilité géographique. Je pense que concerne la mobilité géographique, la mobilité fonctionnelle et la mobilité disciplinaire. Ces trois types de mobilité, là, on est dans la mobilité géographique, mais virtuelle. Donc, comment on va la concrétiser, cette mobilité virtuelle? Parmi les contraintes également pour les universitaires, on a le manque de moyens numériques. Il y a également des limites qui tiennent en particularité des outils, le problème des effectifs, parce qu'on avait des plateformes qui n'acceptent pas plus de 100 étudiants, si je me rappelle bien. Problème lié au temps d'utilisation, 40 minutes, donc 30, 1 heure. Donc c'est Zoom, voilà. Problème de gratuité, parce qu'on a des plateformes qui sont payées. On a également des problèmes qui sont liés à la sécurité, donc comment protéger les données à caractère personnel des enseignants et des étudiants. Donc, parce que la plupart des enseignants, lorsqu'on leur demande est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une loi de la protection de données à caractère personnel, par exemple au Maroc, bon, ils ne savent pas, donc il y a cette protection. Donc, c'est la loi 0908. Également, parmi les contraintes, c'est des défis, on a le degré de connaissance et maîtrise du numérique. Alors, on a certaines recommandations, là. Alors, comme recommandation, il faut un droit de crise, c'est-à-dire il faut un droit de crise, c'est-à-dire parce que le droit qu'on a, c'est un droit pour des situations normales. Donc, il faut prévoir un droit anti-crise. Catastrophe naturelle, sanitaire, je ne sais pas. Donc, il faut prévoir un droit anti-crise pour ces situations. Alors, il faut également développer, il faut laisser le choix du numérique pour les universitaires. De même qu'il faut améliorer les compétences numériques des enseignants. Il faut également fournir aux enseignants les moyens du numérique. Développer des plateformes d'enseignement, il faut renforcer la formation et la recherche, il faut équiper les bibliothèques universitaires et les structures universitaires d'encadrement et de recherche en ressources numériques. Par exemple, nous, on n'a pas, par exemple, en tant que juriste, on n'a pas l'accès aux plateformes Dalouse. Dalouse, on n'a pas accès à cette plateforme. De même qu'on a, il faut accélérer le rythme de la promulgation des dispositifs donc, réglementaires, c'est un droit de crise. Et bien sûr, donc, il faut la protection des données à caractère personnel des enseignants et des étudiants. Je vous remercie de votre attention. Alors, je remercie le collègue Khalid Boukesh et je crois que nous allons présentement arrêter pour une pause.
une pause café et puis nous reviendrons tout à l'heure pour le troisième exposé avant d'ouvrir les discussions. Je vous remercie.